Table ronde donc dédiée aux aspects psychologiques donc de la transmission d'entreprise et comment ces aspects psychologiques peuvent être pris en charge dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose notamment aux cédants, mais parfois également aux repreneurs, puisque tout dit nécessite deux parties, donc avec chacun des intérêts parfois divergents, avec des moments de tension, parfois de crise. Donc on va essayer d'aborder au cours de cette conférence un peu tous ces aspects-là, donc identifier bien entendu quels sont les freins qui se posent pour les cédants dans cette phase qui souvent ne se présente à eux qu'une seule fois dans leur carrière professionnelle. On va voir également comment, à travers des bonnes pratiques ou en tout cas le retour de gens expérimentés que nous avons à la tribune, on gère ces moments-là et parfois ces revirements de situation venant du dirigeant. Et enfin, on essaiera de voir comment, dans les périodes de crise qui peuvent conduire à casser un deal, on peut rebondir et remettre à la table des négociations les parties prenantes. Voilà. Je vais rapidement laisser la parole à nos intervenants pour qu'en deux mots, ils puissent se présenter à vous. Stéphanie ? Bonjour à tous et toutes, Stéphanie Berama. Je fais de l'accompagnement du dirigeant cédant en particulier et repreneur. J'étais auparavant intermédiaire, donc j'ai tout l'aspect technique de la transmission d'entreprise, de la valorisation ingénierie financière, etc. Et je suis aujourd'hui aussi coach de dirigeants, donc je les accompagne sur l'aspect humain de la transmission, les aider à lâcher prise, faire en sorte que la transmission soit un moyen d'eux et non plus une fin en soi. Bonjour, Jawad Chalabi, MIT-Pro. Pour ma part, j'ai eu un parcours de dirigeant actionnaire dans une société où j'ai pu faire 3 acquisitions d'entreprises. Ensuite, j'en suis sorti et j'ai cherché à reprendre une entreprise dans laquelle je me suis associé avec Patrick Jeannot et où on édite une solution qui s'appelle MIT-Pro, dont on aura l'occasion de parler, mais qui est un site de rencontre entrepreneuriale. Bonjour, je suis Nicolas Beauchin, je suis avocat en droit des affaires à Toulouse. Donc j'interviens beaucoup sur les transmissions d'entreprise. Donc j'ai eu un parcours en fait initial en audit. Donc j'ai une formation de comptable en fait, d'expert comptable. Et je suis passé du côté juridique et ça fait depuis à peu près 15 ans que j'accompagne les cédants et acquéreurs dans les transmissions d'entreprise. Voilà. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, pardon. Oui, excuse. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Tchernoba. Alors, je suis universitaire puisque je suis maître de conférence à l'IAE de Rouen. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en sciences de gestion à l'université Montpellier 1 il y a quelques années maintenant, en 2006, sur cette problématique de transmission d'entreprise. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je rappelle juste qu'entre-temps, entre la thèse et le poste de maître de conférence, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil à Montpellier où j'évaluais les dossiers de transmission et de reprise. Voilà. Bon, ce coup-ci, c'est le bon démarrage. Stéphanie, on sait que la transmission d'entreprise pour un dirigeant est un changement profond pour lui, tant d'un point de vue personnel que professionnel, avec notamment un profond remaniement de son rythme de vie, de ses relations aux autres. Donc, du coup, ça interroge sur le fait de savoir comment peut-on les préparer à cette phase-là et quels sont les freins que tu constates au quotidien dans l'accompagnement que tu peux faire de ces cédants ou même de ces repreneurs. Alors, comment bien les accompagner? Déjà, en les faisant se poser la question, parce que bien souvent, c'est subi, la transmission, cession, c'est tout d'un coup, on n'a plus le choix pour une question d'âge, de maladie, de vie, de plein de choses, et plus on anticipe,
plus on les prépare à tous les niveaux, préparer c'est tant au niveau de l'entreprise elle-même que de leur regard sur leur entreprise, que d'eux en tant que personne. Et du coup, c'est les aider à prendre conscience, à lâcher prise, au fur et à mesure du temps, en les faisant se poser les bonnes questions, en les faisant regarder l'entreprise avec un petit pas de côté, pas c'est mon bébé et ça fait 20 ans que je travaille dedans et donc ça vaut 1 million, avec toutes les heures que j'ai faites, mais faire un petit diagnostic, comment va l'entreprise, et puis moi, qu'est-ce que je veux faire après, et encore une fois, faire en sorte que la transmission soit plus une fin en soi, parce que c'est Tierno qui vous en parlera le mieux, mais c'est souvent vécu comme une mort. Et donc, c'est leur faire comprendre que ce n'est pas la fin de leur vie, mais bien la fin d'une vie, et qu'il y en a une nouvelle qui commence après. C'est les aider à se projeter sur l'après. C'est extrêmement important. Donc, sur la projection sur l'après, ça touche des ressorts très personnels du dirigeant qu'on a souvent du mal à aborder dans l'accompagnement. On rentre souvent un peu par la cuisine technique. Et justement, comment tu t'y prends pour aborder ces aspects qui tiennent plus aux tripes ou qui sont plus personnels? Généralement, quand j'arrive sur un dossier, les gens ne m'appellent pas en se disant ça va être dur sur l'aspect psychologique, venez m'aider. Et je ne vais pas les voir en leur disant ça non plus, parce que sinon on n'aurait pas souvent des dossiers. Ils ont tous l'impression que tout va bien. Donc, c'est une entrée qui se fait souvent par l'entreprise, par mon expérience du côté technique, qui permet de leur dire, bah, tiens, on va regarder ensemble l'entreprise. Si on la regardait avec un regard demain du repreneur, ça va permettre de les préparer au fur et à mesure. On en parlera plus tard aussi, mais faire en sorte que l'audit ne soit pas subi comme un viol, etc. C'est bien les aider à commencer à regarder l'entreprise un peu différemment et à changer vraiment de manière de la regarder, accepter un regard extérieur. On va y rentrer au fur et à mesure, je pense, de la table ronde de plus en plus sur exactement qu'est-ce que ça veut dire, comment on va regarder, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, etc. Mais c'est vraiment les aider à commencer à prendre conscience, en fait, tout simplement que ça va s'arrêter, mais que c'est pas aussi grave que ça. Ça va être très difficile au fur et à mesure que ça va devenir concret. Et puis, c'est surtout les écouter, les laisser parler. Parce que d'abord, il faut écouter, c'est leur histoire. Donc, les écouter, raconter l'entreprise. Et ça vous permet, en les regardant, en les écoutant, de faire attention. Celui qui va énormément personnifier l'entreprise en disant « j'ai fait ça », alors qu'au lieu de dire « mon entreprise est numéro 1, 2, 3 sur le marché, etc. » Plus vous l'écouterez, plus vous ferez attention à toutes ces petites choses, mais qui sont extrêmement importantes pour l'après, qui vont vous permettre de vous rendre compte des petits blocages qui vont arriver, plus vous l'accompagnerez bien, parce que vous l'aiderez à le désamorcer et à lever les freins au fur et à mesure. Merci. Tierno, lors de votre thèse, vous avez interrogé un grand nombre de cédants d'entreprises. Qu'est-ce qui se dégage de cette période vécue par les cédants? Est-ce qu'il y a un profil type de cédants ou est-ce qu'on peut les catégoriser dans leur approche de ce processus de transmission ou pas? Alors, effectivement, moi j'ai interrogé pas mal de dirigeants lors de ce travail doctoral, principalement dans la région montpelliéraine et ensuite dans la région toulousaine. L'objectif pour moi au départ, c'était de comprendre pourquoi certains chefs d'entreprise arrivaient à franchir le cap de la transmission, alors que d'autres, finalement, n'y arrivaient pas. Et pour cela, j'ai mobilisé une théorie qu'utilisent les psychanalystes, la théorie du deuil, et que j'ai appliquée finalement, qui m'a servi de grille de lecture pour comprendre en fait les attitudes, les comportements, les réactions de ces chefs d'entreprise. Alors pourquoi la théorie du deuil? Tout simplement parce que je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un attachement très fort de ces chefs d'entreprise à leur création. Je dirais même qu'il y avait un lien quasi fusionnel. Hein. Donc, d'ailleurs, lorsqu'ils me parlaient de leur entreprise, c'était jamais mon entreprise, c'était mon bébé, c'était ma fille. Donc, pour montrer, cette dimension-là, elle était extrêmement importante. Alors,
Et j'avais deux types de cédants finalement qui ressortaient le plus. Le premier cas que j'avais, c'était des cédants qui avaient créé leur entreprise, l'avaient dirigée sur plusieurs décennies. Donc l'attachement est extrêmement important. Deuxième cas de figure que j'avais, c'était des héritiers d'entreprises familiales. Donc, alors c'était compliqué parce que c'est prendre conscience à un moment donné qu'il faut sortir l'entreprise du giron familial pour la pérenniser. Donc c'est ce qui explique en fait la mobilisation de la théorie du deuil. Alors, cette théorie du deuil-là, lorsque je l'ai appliquée, elle m'a permis en fait de dégager plusieurs profils. Voilà, plusieurs profils de cédants. Donc, qui impactent du coup leur manière de fonctionner et leur manière de prendre des décisions dans le processus de transmission. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, 4 profils en fait ont émergé. Le premier profil que j'appelle ou que nous avons appelé les détachés. Alors, ils étaient minoritaires à l'époque, peut-être aujourd'hui ils sont majoritaires. C'était des profils finalement qui avaient un lien distancié avec l'entreprise. Des cédants plus jeunes finalement, pas de lien affectif avec l'entreprise. Pour eux, le problème de deuil ne s'oppose pas. On est plutôt sur une logique financière et commerciale. Voilà, opportunité. Je vais vendre au repreneur le plus offrant. Pour eux, le problème était réglé. Ils vendent et ils tournent la page automatiquement. Deuxième profil que j'avais, c'était les cédants. Alors là, c'était la majorité. Hein, les profils attachés, les cédants attachés. Attachés à quoi? Attachés à la pérennité de l'entreprise, mais attachés aussi à la sauvegarde des emplois. Donc souvent, ce sont des chefs d'entreprise qui vendent pour partir à la retraite. Alors pour eux, le deuil, c'est un deuil normal, mais à condition d'avoir prévu l'après. Il faut qu'il y ait un projet. Donc sinon, là aussi, c'est compliqué. Troisième profil que j'ai appelé les cédants contraints. Oui. Je peux te couper Tierno. Oui. Est-ce que ces personnes-là qui ont justement un attachement à l'emploi pensent à une solution reprise par les salariés plus que la moyenne ou pas? Alors, souvent ils procèdent de la manière suivante. Ils vont regarder d'abord dans le cercle familial. Donc ils vont regarder les enfants, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas. Alors, s'il n'y a pas d'enfants intéressés, bien sûr, certains pensent à une solution en interne, mais c'est délicat. Les salariés, c'est délicat, parce que la plupart du temps, bon, certains chefs d'entreprise considèrent qu'ils n'ont pas la casquette ou les épaules pour mener l'entreprise, ou les salariés ne sont pas du tout intéressés. Hein. J'ai un cas où le chef d'entreprise a proposé aux salariés de reprendre l'entreprise. Il n'y a pas voulu. Non, mais pour 1 euro, ils n'ont pas voulu. Oui. Donc ça fait peur parfois. Hein, ça fait peur et parfois on constate par ailleurs un manque d'anticipation parce que c'est proposé presque tard aux salariés de reprendre. Donc, bien sûr. Part, on n'a pas eu le temps de le préparer à avoir cette nouvelle posture. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut donc la solution salariale pour que ça marche, il faut quand même un temps de préparation beaucoup plus long. Okay, pour qu'ils acceptent de reprendre et surtout qu'ils aient la carrure voilà, pour mener l'entreprise. Et enfin, bon, s'il n'y a pas de solution interne, ils vont chercher un repreneur personne physique en externe. Donc le choix, donc le cheminement, c'est celui-là. On regarde les enfants, éventuellement les salariés dans certains cas, et ensuite on va choisir un repreneur externe. Ok. Bon, je te laisse finir. Voilà. Alors, troisième profil, ce sont les cédants contraints. Mais contraints de vendre leur entreprise pour des problèmes de santé, pour des problèmes familiaux, pour des problèmes financiers. Alors là, le deuil est beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que la volonté de cession, c'est une volonté subie. Bon, on n'a pas eu le temps de se préparer à la cession. Donc le deuil devient quelque chose de super compliqué pour ces chefs d'entreprise, d'autant plus ils ont l'impression de vivre une injustice finalement.
Donc voilà, donc là c'est un peu plus compliqué. Et enfin, quatrième profil que nous avons identifié, ce que j'ai appelé moi les cédants indécis, mais grosso modo c'est ce qu'on appelle en fait les faux cédants. Donc, et justement, voilà. De par votre expérience à tous, comment on identifie quelque part ces faux cédants et quels sont, ou à l'inverse, quels sont les facteurs qui font qu'on peut repérer qu'il s'agit bien de quelqu'un qui s'est inscrit dans un processus de transmission et qui donc a passé le pas en passant de l'idée de transmettre à l'acte de transmettre. Comment on peut identifier ça chez un potentiel cédant? Alors je ne sais pas qui veut répondre, Jawad, Nicolas. Donc nous, notre positionnement, c'est d'utiliser le digital, et donc on a matérialisé par notre solution digitale ce qu'on a compris du monde réel de l'entrepreneuriat, donc là ce qui nous occupe aujourd'hui, de la problématique de la reprise-transmission. Et donc dans la continuité de ce qu'a dit Stéphanie sur le sujet du questionnement, eh ben, nos formulaires vont pratiquer le questionnement pour permettre justement à l'acteur, qu'il soit repreneur ou cédant, de balayer ce qu'on a structuré dans les formulaires, à savoir le quoi, le quand, le où, le qui, le combien, le comment. Et donc pour faire court par rapport à la question, c'est que justement, plus il y a des questions, et ça permet d'effacer celui qui vient avec une fausse barbe. J'ai rien contre les barbus, mais donc il n'a pas envie de se livrer, et donc on va le voir très vite dans la plateforme, et donc il va être aussi visible des autres comme n'étant pas... C'est à travers le processus itératif en fait sur le numérique, enfin de questionnement à travers la plateforme, qu'on s'aperçoit qu'il se dévoile plus ou moins, avec plus ou moins de facilité, c'est ça exactement. Et ce qui permet à un moment d'être un discriminant sur le fait de vouloir vendre ou plutôt de décider de vendre. Exactement. Et j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais on a des indicateurs qui permettent à tous les acteurs de la plateforme de voir le niveau de complétude par rapport à tout ce détail de formulaire de remplissage, et qui donne finalement une traduction publique de la manière dont il s'est livré. D'accord. Nicolas ? Oui, c'est un peu l'expérience, mais c'est difficile à débusquer déjà pour nous, avocats, qu'on arrive aux actes en fait. Il peut y avoir un signe, c'est par exemple le prix qui est disproportionné. Parfois, ça veut dire finalement je ne veux pas vendre, mais bon, on ne sait jamais. Si j'ai ce prix-là, au moins, pourquoi pas. Finalement, intrinsèquement, la personne n'est pas en mesure de vouloir vendre en fait. Après, c'est aussi, je l'ai vu aussi, c'est des actes qui se compliquent. Ce que moi j'essaye ce qu'il faut faire de toute façon, souvent, c'est avancer rapidement, parce qu'une transaction qui réussit, c'est quand même une transaction qui garde un certain rythme. Enfin, de l'expérience, plus ça s'éternise et moins on a de chances de faire la transaction. Je ne dis pas qu'il faut faire la transaction systématiquement, mais plus ça met de temps, plus finalement ça permet de déceler des gens qui ne sont pas finalement dans la mouvance, dans le désir de céder. Donc dans ce cas-là, c'est des gens qui vont compliquer les actes, qui vont rajouter des conditions, on va avoir de nombreux échanges entre avocats, l'acte va changer au fil du temps. Donc c'est là, moi j'ai une alarme qui se met en marche. Et là, je m'inquiète un petit peu sur la transaction et je commence à avoir des doutes. Et donc pour ce faire, qu'on est côté cédant, c'est un peu plus compliqué. L'acquéreur, donc on voit déjà s'il a les moyens financiers de le faire, de voir qu'il faut qu'il mouille le maillot, qu'il s'engage. Donc on le met en mesure de pouvoir s'engager. On voit tout de suite s'il est crédible ou pas. C'est-à-dire par exemple s'il signe une lettre d'intention avec dépose un dossier bancaire, là on voit tout de suite que l'acquéreur, lui, un cédant, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a des indices. Est-ce qu'il en a parlé à sa famille aussi?
Après, nous, sur le plan juridique, il y a aussi des éléments à faire en amont, par exemple l'information salariée. Donc, si est un peu réticent à la lancer, c'est aussi un indice. Voilà. Enfin, moi, c'est vraiment du... C'est vraiment un peu de décodage, quoi. Oui, c'est ça. C'est que des signaux faibles, quelque part, auxquels il faut être attentif pour pouvoir capter, effectivement, cette intention ou pas de réellement passer à l'action. Stéphanie ? Oui, et ça encore, c'est quand on est arrivé jusqu'à la transaction. Mais quand on est avant d'avoir trouvé un repreneur, on en a tous dans les CCI. Ici, il y a Transmipro, mais je suppose qu'un peu partout, il y a des associations un peu dans le même style, et où on voit des cédants qui sont là depuis 10 ans, qui cherchent toujours un repreneur. Et puis, il y a toujours, avant même d'arriver jusqu'au repreneur, ça change. Donc, c'est en effet le prix. J'en ai parlé, mais finalement, je veux le faire comme ci, comme ça. Je ne suis pas aussi pressé que ça. C'est vraiment... En effet, le nombre de questions auxquelles ils acceptent ou pas de répondre, ça c'est un vrai signe, je suis tout à fait d'accord. Et donc oralement, vous pouvez vous aussi voir le cédant qui vous dit oui, j'ai très envie de vendre, c'est hyper important. Et puis à chaque fois que vous posez une question, ah ben non, mais ça on verra plus tard, ou non, ça je peux pas répondre maintenant, c'est confidentiel, parce que le confidentiel, il peut englober tellement de choses que c'est facile de se cacher derrière. Que voilà, c'est encore une fois l'écoute et faire attention à ce qu'on vous dit ou pas. Je vais juste compléter sur les signes. Alors, moi que j'ai observé, bien sûr, il y a la surévaluation, c'est fréquent. On surévalue pour ne pas vendre. Deuxième signe que j'ai observé souvent, c'est la recherche d'un profil finalement qui n'existe pas de repreneur. C'est le mouton à 5 pattes finalement. C'est le clone souvent du dirigeant. Mais en plus jeune. Même plus jeune, avec la même expérience. Bon, voilà. Donc, finalement, ça ne marche pas. J'ai souvent vu, moi, dans les CCI, notamment à Rouen, où on me dit, oui, mais on a ce cédant-là, ça fait le 15e repreneur qu'on lui présente, il lui trouve toujours un défaut. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'en... Je dis, mais il n'est pas prêt à vendre. Donc là aussi... Et l'autre élément qui est extrêmement important, et je le dis souvent, il faut le vérifier dès le départ, ça c'est, est-ce que le cédant a un projet après? Oui. Et ça c'est extrêmement important. Il faut que ça soit clair. Le patron qui a envie de vendre, c'est quelqu'un qui sait où il va, qu'est-ce qu'il va faire après. Donc là, c'est... Voilà. Donc ce sont des signes, donc... voilà, qui complètent ce que mes collègues ont dit. Ouais. On voit souvent un rôle aussi de l'entourage familial du cédant qui impacte sa prise de décision. Comment vous prenez en compte un peu cet environnement-là et quelles conclusions ou quels conseils vous pourriez donner pour vérifier que toutes les planètes soient alignées entre le cédant, sa famille et les intérêts de chacun, quoi, quelque part. Je ne sais pas qui c'est qui va répondre, Stéphanie, Jawad. Jawad. Déjà, le processus, c'est quand même un processus itératif, on l'a dit, mais c'est important d'insister, c'est-à-dire que on est en train de parler quand même de problématiques où la relation équité-personnée est extrêmement forte sur les thématiques de TPE-PME, et cette relation de confiance, elle ne se déclare pas en une fois, elle va passer par plusieurs étapes. Et c'est aussi un des sujets, c'est que jusqu'à la troisième étape, ça marche, et à la quatrième, ça pète parce qu'il y a quelque chose qui a été dit et qui va faire capoter. Donc, encore une fois, c'est justement par le questionnement et la complétude des questionnements et de permettre à l'acteur d'y aller aussi par step, parce qu'il ne peut pas tout livrer tout d'un coup, parce qu'il a besoin de la confiance au fur et à mesure pour aussi se livrer. Donc, ça, c'est... semble aux acteurs et aux accompagnants d'aider cette expression justement des faces cachées, des réelles volontés ou non-volontés, des dits, des non-dits, des dénis, etc. On voit à travers vos propos qu'il y a effectivement ce besoin de s'entourer, de s'accompagner, mais pour en avoir rencontré un certain nombre de cédants, ils ont quand même une forte incapacité à clairement définir leurs besoins,
à définir quels sont les bons conseils à quelle phase de la transmission. Quels conseils, je ne sais pas, peut-être Nicolas peut répondre à la question, comment s'entourer des bons conseils, à quelle étape, et quel rôle doivent jouer ces conseils, et quel rôle doit jouer le dirigeant dans le management de ces conseils? Donc c'est vrai qu'il y a de nombreux conseils. On a l'expert comptable, l'avocat, le gestionnaire de patrimoine, on peut avoir le banquier. Déjà la première règle, je pense, c'est d'avoir un nombre restreint de conseils. En tout état de cause, d'avoir une tête de pont, une personne qui va faire la négo, qui sera un peu le chef d'orchestre. Sinon, on va avoir des informations disséminées, peut-être contradictoires les unes les autres. Donc déjà, c'est la première chose. Je pense qu'il faut une tête de pont. Concernant les professions juridiques, donc la mienne, je pense qu'il faut des gens, des avocats qui ont l'habitude de faire des transactions, puisqu'en fait, là, on est là, non pas dans la mission première de l'avocat de faire du contentieux, donc aller à la guerre. On est là, en fait, pour faire une transaction, c'est-à-dire construire. Donc certes, il faut protéger, en fait, notre client, hein, le cédant en l'occurrence, mais le but, c'est pas de trop le défendre pour casser, et que ça conduise à casser la cession. Donc le but, s'il faut... D'ailleurs, en fait, entre avocats, on se dit, ah oui, est-ce que lui... on ne sait pas qui on va avoir en fait en face souvent. Hein, on a des avocats, donc c'est celui de l'acquéreur ou autre. On se pose la question, est-ce que lui, c'est un deal breaker ou pas? On se dit, est-ce qu'il y en a qui c'est des... On appelle aussi des pompiers pyromanes. C'est des gens qui peuvent faire tomber des transactions parce qu'en fait, sont dans un mode différent, sont dans un mode de défense. Là, on est pour faire du conseil, donc pour faire réaliser la transaction. Alors, justement, courant de la négo, il peut y avoir des hauts et des bas, et donc le rôle du conseil est primordial. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, c'est un tampon. C'est lui qui va être en fait en face avec son alter ego, l'autre conseil. Et ça permettra d'amortir certains chocs de négo et que l'information, surtout, c'est la deuxième chose, donc amortir les éléments, mais aussi que l'information soit vraiment objective, soit dite de façon objective. Il faut, moi, en tout cas, c'est mon objectif, c'est de sortir de l'affect. Et quand on fait une négo, c'est toujours avec des éléments objectifs. Il faut rester donc en tant que conseil dans de l'objectivité. Donc à chaque fois qu'on apporte une argumentation, une position, il faut être capable de la défendre de manière objective. Par exemple, un prix, ça se construit. Donc il faut construire le prix avec... et lorsqu'on a quelque chose d'ailleurs de construit, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de défendu, de facile à défendre et pas être dans l'affect, puisqu'en fait il y a des mécaniques qui sont des règles qu'on va appliquer et qui ne seront pas complètement subjectives et qui vont faire, ça a moins de chances de faire tomber, de faire casser en fait le deal. Voilà, je pense que c'est un peu. Je ne sais pas si vous avez des. Stéphanie? Alors, oui, quelques exemples pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant. On a mené, nous, une négociation, alors du temps où j'étais intermédiaire, là, c'était, donc on accompagnait le cédant, le repreneur, tout le monde s'était mis d'accord. Entre les conseils, on était plutôt médiateur que deal breaker, c'était l'idée. Et puis, le jour de la session, de la signature du compromis, le cédant est arrivé avec son fils qui habitait Paris, qui était acheteur de droits pour M6. Et c'est important de noter le profil qui a sûrement voulu bien faire, mais qui a pensé qu'il était là pour acheter des droits et donc pour négocier absolument la vente de l'entreprise de son père. Il trouvait que c'était pas assez, etc. Alors que tout le monde était d'accord que c'était un bon deal. Un bon deal, c'est quoi? C'est un bon deal pour le cédant, que l'entreprise soit vendue à un juste prix, et un juste prix pour le repreneur, parce que le but, encore une fois, c'est que l'entreprise elle dure derrière. Donc s'il doit l'acheter 2 millions avec une capacité de remboursement à 500 000, on va pas y arriver. Et là, il a tellement négocié que les deux conseils des deux cédants et repreneurs ont décidé d'arrêter la transaction à cause de lui, que tout s'est arrêté, parce que même le conseil de la partie adverse a pris parti. Enfin, le conseil du même côté que lui a pris parti pour la partie adverse. Et donc, il faut y penser, et en effet, toujours aller vers des médiateurs. Je rebondis juste 2 secondes, promis.
sur ce que tu as dit avant avec la famille. C'est hyper important de mettre la famille dedans, de vérifier que la famille est au courant, de s'assurer de leur accord, envie, accompagnement. Quand un créateur, un porteur de projet arrive, on vérifie souvent s'il est bien entouré et bien soutenu par la famille. C'est pareil pour un cédant. Et petite anecdote aussi rapide, sur une vente où là c'était dans la grande distribution, on parle de plusieurs millions d'euros de valeur. L'épouse du cédant était dans l'entreprise, tenait un des supermarchés et avait quelque part, pas beaucoup, mais quelques-unes. Avec le notaire, la négociation s'est très bien faite. Le jour de la signature, elle n'avait pas été interrogée. Donc la vente, elle a trouvé qu'il lui manquait quelques avantages et donc elle a cassé la vente avec 2 ou 3%, c'est tout. Et avait finalement le pouvoir de décision. On n'avait pas pensé à lui poser, ils n'avaient pas pensé à lui poser la question. Donc oui, la femme, les enfants et tout, il faut y penser absolument. Et inversement, on a eu des cas où c'est l'entourage familial qui a poussé quelque part le dirigeant qui n'en avait pas envie à vendre. Et c'est là aussi des cas assez délicats à traiter parce que on a quelque part un affichage de quelqu'un qui veut vendre, mais qui freine en même temps des quatre fers pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est assez antinomique. Jawad? Oui, je voulais compléter. Donc, bien évidemment, dans la plateforme, il y a les repreneurs et les cédants, mais il y a bien évidemment les accompagnants et qui sont mis en avant et qui sont poussés aussi très tôt par le questionnement sur les compétences qui sont attendues par le repreneur ou le cédant pour justement pousser l'accompagnement indispensable à ce processus. Et justement, on a un encart sur la médiation, donc on sensibilise beaucoup l'accompagnement côté médiateur. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un titre honorifique parce qu'être médiateur, c'est un métier et ça demande un certain nombre de devoirs justement pour éviter les crises et faire en sorte que les deals se font. Parce que derrière quand même chaque accompagnant, parce qu'on est en train de parler d'éléments psychologiques quand même depuis tout à l'heure, il y a un être humain et en tant que tout être humain, on a aussi des sensibilités, on a des avis, on a des visions qui ne sont pas forcément celles à un moment donné du cédant et du repreneur et qui peuvent aboutir, comme l'a exprimé Nicolas, à des cases de deal, ou comme tu viens de le dire. Et donc c'est aussi important de travailler sur soi de l'accompagnement par rapport à ces problématiques, puisqu'il n'y a pas un cas de reprise-cession qui ressemble à un autre. En tout cas, dans le secteur de la TPE-PME, où toutes ont des fragilités, toutes ont des difficultés plus ou moins marquées, et qu'il y a toujours une prise de risque, et qu'il n'y aura pas comment dirais-je, la notion de réel prix, du bon prix, c'est à un moment donné que le repreneur et le cédant, ils ont envie de faire cette affaire. Voilà. Et c'est le moment où ils mettent la paraffe en bas, voilà. C'est qu'ils ont des intérêts qui ont convergé, quoi. Et j'en reviens encore une fois sur ces notions de questionnement et de nos formulaires, parce que justement, toutes ces questions-là vont aider à la préparation pour l'accompagnant de la matérialisation des propos. Tu évoquais le rôle de médiation dans la transmission. Quelle en est ta conception? Comment tu vois? Est-ce que c'est un métier nouveau à côté du métier des conseils juridiques, des conseils techniques, avocats, experts comptables, notaires? Comment tu imagines? Est-ce que c'est un métier à développer? Comment tu le positionnes dans la chaîne d'un deal? Je pense que oui, c'est un métier à développer. Parce que il y a des évolutions, c'est-à-dire que si on prend l'expert comptable, par exemple, a quand même eu depuis des années un positionnement qui n'est pas du tout sur aider le dirigeant à anticiper, à préparer, à régler cette problématique de transmission. Oui, mais enfin, on va dire, c'est la première remarque, mais il va en gagner probablement autre chose. Voilà. Et en tout cas, il a un espace de service, donc de business, qui est à développer. Maintenant, ça lui demande effectivement des compétences probablement nouvelles, parce qu'être médiateur, il y a du conseil, il y a de la prise de recul aussi sur soi, d'accompagnement un peu particulier. Donc ce métier, il existe, mais je pense qu'il a nature à se développer pour aider encore mieux les repreneurs et les cédants à accélérer, parce qu'on n'a pas encore dit le mot, mais il y a quand même un vrai sujet dans notre thématique, et d'où notre outil, nous, au niveau de notre positionnement, c'est de faire accélérer les choses. C'est qu'entre 14, 18, 20 mois pour
arriver à un deal. Donc Nicolas a parlé de mettre du rythme. Nous, on partage ça. C'est qu'aujourd'hui, plus le temps est long, et il l'est, et plus c'est un frein à l'entrepreneuriat. Un repreneur, il n'a pas 18 mois à attendre vis-à-vis de ses finances, vis-à-vis de son activité, un repreneur qui est repreneur pas en tant que croissance externe. Donc il faut lui donner des rythmes et la possibilité d'accélérer ça. On pense que le digital, le fait que ça abolit les frontières temporelles, géographiques, c'est un premier moyen de faciliter la mise en relation. Voilà, de faciliter la mise en relation. Il ne faut pas oublier que le vrai risque, c'est à la fin, si une session ne se fait pas, c'est la fermeture de l'entreprise, c'est des salariés sur le carreau, et que le risque dirigeant, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais un dirigeant qui est mal préparé et qui va jusqu'au bout de sa session, c'est un risque humain au sens maladie, mort, rapide. Donc c'est très important de ne pas l'oublier. Juste pour rajouter sur cette mission de conseil, on fait souvent appel sur les aspects techniques aux avocats, aux experts comptables. Alors moi j'ai un regret, c'est qu'on ne fait jamais appel aux spécialistes des ressources humaines. Et pourtant, lorsque ça bloque souvent, c'est sur des problèmes humains. J'ai rencontré à l'époque Richard Mamon, qui dirige le cabinet Synercom. Alors, il était considéré à l'époque comme le pape de la transmission, hein, donc il faisait autorité. Il avait l'habitude de dire une transmission, c'est 20% de technique et 80% de psychologie. Et souvent sur le terrain, j'ai vu, ça s'est confirmé, puisque je me souviens d'un repreneur que j'ai vu sur la région d'Alès qui me disait, en fait, j'avais un expert comptable, un avocat d'affaires, mais les problèmes que j'ai eus, c'est avec le cédant, j'aurais eu besoin d'un psychologue pour dénouer tout ça. Donc, finalement, il faut avoir une approche pluridisciplinaire de la transmission. Bien sûr, les aspects techniques, juridiques, économiques, financiers sont importants, mais les aspects humains sont déterminants également. Oui, mais on a beaucoup de mal à positionner ce type de conseil auprès des cédants. C'est aujourd'hui pas tout à fait dans le process classique, on va dire, de transmission. Et selon vous, quelles seraient des clés justement pour positionner ce nouveau type de conseil, ou en tout cas, comment éviter justement les RH et la psychologie à entrer dans le processus de conseil à la transmission? Alors, moi, pour les cas que j'ai eu, hein, donc j'ai eu à intervenir sur quelques dossiers, c'est le repreneur. Hein, la clé d'entrée a été le repreneur qui m'a invité. Alors, le premier cas, c'était à Transmémoire. Le cédant fait refuser, hein, donc en disant, je ne le connais pas, ce monsieur qui me dit qu'il n'est pas du fisc. Bon, finalement, ça ne s'était pas fait. Et par la suite, bon, j'ai pu négocier quelques entrées, mais avec le repreneur, bien sûr, c'est très difficile puisque c'est un métier. Souvent, on fait appel à l'expert comptable, on fait l'avocat d'affaires, mais bon, sur les problèmes humains, on ne pense pas. Bon, peut-être il y a quelque chose à faire là-dessus. Stéphanie, tu veux rebondir ou pas? Non, tu évoquais dans le début de ton discours aussi la relation entre l'entreprise et son dirigeant et souvent la très forte prégnance du dirigeant dans le fonctionnement, dans le management, ce dont parfois ils se défendent. Hein, ils travaillent juste 12 ou 13 heures par jour, mais ils ne sont pas du tout indispensables à la boîte. Quels conseils tu pourrais donner sur comment peut-être changer les modes de management au sein de l'entreprise, comment faire évoluer sa manière de gérer et de considérer son équipe autour de lui, puisque la valeur d'une boîte, c'est quand même aussi grandement son capital humain, surtout quand on s'adresse à des PME ou des TPE. Comment tu abordes ce sujet-là avec eux? Alors tout simplement par le questionnement, surtout pas en leur disant c'est pas bien, on va faire différemment. Hein. Donc pour faire venir le côté humain, moi en général ce sont les prescripteurs, hein, ce sont les avocats, les experts comptables, les notaires, etc. qui me font rentrer sur le dossier en disant allez boire un café avec Stéphanie et discuter de la transmission ensemble.
Et c'est en fait en les écoutant encore une fois et en discutant avec eux, ma boîte vaut 1 million, mes clients sont extrêmement fidèles, je vais la vendre vraiment sans problème 1 million d'euros demain. Ok, et donc c'est quoi ton rôle? Ah bah je suis là pour tous les clients, ils me connaissent tous par cœur, et puis je suis là pour la livraison, je suis là au moment de la prise de commande, etc. Ok, on vend quoi demain? C'est toi qu'on vend ou c'est la société? Donc comment ça se passe? Et au fur et à mesure, ce sont des prises de conscience qui se font de plus en plus que en fait, sans eux, l'entreprise ne vaut plus rien. Ou qu'ils n'ont pas laissé de place à quelqu'un qui est l'homme clé, homme-femme, hein, mais la personne clé dans l'entreprise, là avec un grand H. Et donc, c'est comment marche votre boîte? Alors moi, j'ai tendance à faire aussi un diagnostic écrit. Je suis tout à fait d'accord sur ces aspects-là. Ça leur permet d'avoir un regard un peu différent, parce que vous avez beau discuter avec eux, leur parler, etc. Ils vont dire oui, ils sont bien gentils, mais moi je sais comment ça marche et tout. Alors que si on arrive avec une sorte de diagnostic que va faire un pré-audit, qui ne sera pas un audit, mais qui va permettre de voir attention là, etc. On ne va pas tout régler. Qu'est-ce qui est le plus important pour que la boîte elle devienne vendable demain? Bon, on va agir sur ces parties-là, etc. Et donc l'humain, on en reparlera, l'humain, les associés aussi, qui empêchent la vente parfois parce qu'ils n'ont pas été suffisamment pris en compte. Les salariés qui s'inquiètent, qui voient qu'il se passe des trucs mais qui ne comprennent pas pourquoi, et l'homme clé qui s'en va et la boîte qui ne vaut plus rien aussi. Hein. On a tous vu ça, donc c'est les écouter et leur faire eux-mêmes. En coaching, on parle de deux choses. La bienveillance piquante, et ça porte bien son nom. On est bienveillant, mais on rate. Tu as dit que... mais alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Et on y va. Et faire le petit pas de côté. Et ce petit pas de côté, il est hyper important. Le projet, la question ne se pose pas, il faut se projeter sur l'après, mais c'est aussi, ok, ma boîte, comment je la regarde un peu différemment? Ouais, c'est primordial parce qu'en fait, je crois qu'ils ont une grosse crainte. C'est aussi quelque part l'erreur de casting, de ne pas confier, entre guillemets, leur bébé à la bonne personne, à quelqu'un qui va casser leur jouet, quoi, quelque part. Donc, alors, je sais pas, Jawad, Stéphanie. Donc, toujours un peu pareil, c'est faire exprimer les choses. Donc, nous, on a dans le formulaire, à un moment donné, on demande le profil du repreneur. Donc, on le fait exprimer, le cédant, sur qu'est-ce qu'il attend. Donc, est-ce qu'il veut une personne physique? Est-ce qu'une personne morale? Est-ce que ça ne le dérange pas? Qu'est-ce qu'il attend donc, on parle des soft skills. Donc, pour essayer, là aussi, ce petit pas de côté, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de l'entreprise, on va dire déjà, lui, c'est comment il se définit sur les qualités humaines. Parce que, encore une fois, dans cette relation intuité-personnée, et je ne l'ai pas dit, mais on a un algorithme de matching qui va après faire matcher automatiquement avec un calcul d'opportunité sur les offres et les demandes, parce que ça va créer du lien. On va lui demander s'il accepte de prendre son repreneur en tant que salarié ou pas. Est-ce que lui-même veut rester dans l'entreprise? Donc bref, là il n'y a que des spécialistes, donc je ne vais pas tout décrire, mais tout ce qui est la réalité du modèle physique, on l'a digitalisé. Pour encore une fois que le cédant fasse ce travail d'introspection, fasse lui-même tout seul face à ça, de se dire « je réponds quoi à ça ?» Et c'est là où l'accompagnement est intéressant, c'est que justement il va l'exprimer aussi. Et dans ton expérience, est-ce que ça permet aux cédants, quelque part, de sortir, on évoquait tout à l'heure le syndrome du clone, est-ce que ça permet d'ouvrir les chakras et d'envisager des repreneurs auxquels ils n'auraient pas forcément pensé au départ? Alors, j'ai envie de dire oui et non, puisque en fait chaque personne est quand même un cas particulier. Donc là, on essaye, nous, de dépsychologiser les choses en fait en faisant poser ces questions. Et oui, il y a des cédants qui vont être attirés par finalement à ouvrir les chakras, d'autres qui veulent des gens qui leur ressemblent, d'autres qui vont être intéressés par des profils de repreneurs qui ont une autre approche de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire eux-mêmes dans leur entreprise. Donc je pense qu'il y a tous les cas de figure et nous on essaie de faire exprimer tous ces cas de figure-là. Mais encore une fois, j'insiste, on est dans la mise en relation. Et donc, l'accompagnement est important pour aider justement cette fois la prise de recul. Non, mais la prise de recul et de l'aider aussi. Le cédant, le repreneur, il a un avis, mais justement, le fait d'échanger avec son accompagnant fait qu'il a matérialisé quelque chose et là, il a l'écho
Bah oui, non, petit pas de côté. Tiens, mais ça, vous avez dit ça, zoom sur l'entreprise, ses atouts, ses points faibles, ses points forts. Ça veut dire quoi? Comment? Là, on va avoir de la difficulté à trouver du repreneur. On est en train de nous zoom sur une faiblesse qui peut être peut-être présentée différemment. Ça ne veut pas dire mentir, mais présentée différemment. Voilà, donc, tout ça, l'accompagnement va l'aider et la plateforme permet cette mise en relation. Et comment un repreneur peut s'y prendre quelque part? Parce qu'en fait, on est dans une relation où il faut installer la confiance. Comment elle se gagne? Quels sont les mécanismes aujourd'hui? Ou à l'inverse, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour un repreneur qui se présente à un cédant aujourd'hui, qui pourrait quelque part heurter les valeurs d'un cédant ou encore sa logique de développement de l'entreprise? Donc, nous, on facilite la mise en relation. Donc, c'est vrai qu'on se permet pas, notre positionnement n'est pas d'accompagner le repreneur ou le cédant. On laisse ça aux accompagnants. Donc, par contre, encore une fois, c'est de faciliter l'entrée en relation. Une fois qu'ils sont entrés en relation, parce que justement, on a donné un certain nombre d'informations qui montrent que la relation va être qualifiée, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un intérêt dans les deux côtés, ben là, ils entrent en relation. Et après, ben, ils vont passer le process d'étape et se voir. Une chose que je n'ai pas dit, la confidentialité est au cœur de la plateforme, et c'est l'utilisateur qui dit « je te montre ça » ou « je te montre pas ça », ça c'est public, ça c'est quand on est en relation, et ça c'est quand je l'ai décidé dans la confiance qu'on a instaurée de te montrer telle info. Mais par contre, il y a un indicateur de motivation qui montre que les données sont remplies, et donc ça l'aide à le questionner. Il se dit « c'est sérieux » parce qu'il a déjà répondu à ces problématiques. Alors je ne suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il a dit ou ce qu'il a vu, mais le sujet, il est là. Et là, encore une fois, ça enlève les fausses barbes. D'accord. Nicolas, peut-être un éclairage sur ce point, sur ce rapport de confiance cédant-repreneur. Comment le repreneur doit aborder ses premiers rendez-vous avec le cédant? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre au moment de la première étape, mais également tout au long du processus de transmission ou de reprise, plutôt, en l'occurrence? Oui, c'est du vécu, c'est l'expérience. Quand la valo est élevée, généralement, le vendeur va dire oui, mais on peut faire ci, on peut faire ça, il y a un potentiel énorme. Moi, à votre place, je lancerai tel projet, mais il ne le fait pas. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais, mais il pense que sa boîte a des perspectives énormes, et donc c'est pour ça que ça justifie le prix. Donc là, effectivement, il y a un travail de psychologie à faire, donc d'éducation, peut-être même de pédagogie, en expliquant que la boîte, elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Certes, il peut y avoir des perspectives futures, mais qui ne sont pas une révolution, un nouveau marché ou autre. C'est-à-dire qu'on évalue une société, on la projette dans l'avenir, mais pas avec des taux de croissance qui soient de 20%. Donc, quand il a fait 2% les dernières années. On s'appuie sur l'historique. Donc c'est pour ça que pour lui c'est son bébé. On revient toujours à la chose qui est c'est pour ça qu'il la vend cher. Donc il la vend à quelqu'un qui doit mériter donc le fait de prendre sa suite, de quelqu'un de compétent, mais en même temps je remarque aussi qu'il soit pas trop compétent. Il ne faut pas qu'il y ait... Donc je dis aux repreneurs, enfin je leur dis, ils le comprennent de toute façon, de ne pas venir de toute façon, il ne faut pas le faire, il ne faut pas tout révolutionner. Il faut venir, être humble et certes voir le potentiel de la société, le connaître, le projeter dans des business plans, et d'ailleurs ne pas en parler forcément directement au cédant. Peut-être effectivement vérifier, poser des questions pour vérifier si... le marché est là ou autre, mais parce que j'ai eu un dossier, d'ailleurs on en parlera, mais j'ai un dossier où des cédants finalement ont renoncé à vendre parce que les repreneurs en fait avaient expliqué le projet qu'ils avaient de faire, et puis les vendeurs ont dit tiens, finalement c'est très bien, on va le faire nous. Donc ils ont cassé la vente, ils ont payé une clause pénale, et puis voilà. Et donc, ils ont continué leur vie, ils ont développé le truc. Donc le repreneur, il ne faut pas qu'il soit... de toute façon, quand on reprend une société, il ne faut pas tout révolutionner, parce qu'on prend un risque, il faut continuer l'existant, d'ailleurs pour les salariés, les clients, etc. Et progressivement, effectivement, d'ailleurs quand on descend en zone de risque, parce qu'on a quand même la dette à payer, de commencer à vouloir changer. Là, on peut commencer à changer la société, la direction, la stratégie. Donc il ne faut pas être trop arrogant quand on est repreneur. C'est un petit peu la remarque que je voulais faire. Voilà.
Stéphanie, vous voulez rajouter quelque chose? Sur le repreneur, oui. Le repreneur, il doit écouter à nouveau le cédant, pas arriver, on en a vu sur Montpellier par exemple, enfin, sur la région Languedoc-Roussillon, Aix-Languedoc-Roussillon, c'est 9 entreprises sur 10 qui sont des TPE. Donc quand je voyais avant l'ex-manager de très grande boîte arriver en me disant qu'il allait reprendre une petite TPE sans problème, gérer tous les problèmes des salariés sans problème, arriver avec le costume cravate devant le dirigeant qui lui s'était fait tout seul, etc., bah, ça passait pas tout de suite. Et pas du tout, d'ailleurs, jamais. Parce qu'on mange, donc. Enfin, attention, on réfléchit à quelle entreprise on a envie de reprendre, on se renseigne sur le cédant, d'où il vient, on lui montre, on séduit, c'est presque ça, hein, c'est des fiançailles avant un mariage, hein, il faut séduire, il faut donner envie aussi que le cédant nous choisisse en tant que repreneur, et puis c'est savoir aussi l'écouter. Je racontais la dernière fois une jeune fille repreneur que j'avais accompagnée qui m'a dit: heureusement que tu m'avais prévenu sur la psychologie du cédant, tout s'est super bien passé, la boîte elle a repris il y a peu de temps une boîte dans la propreté. Heureusement que tu m'avais prévenu. Le jour où il s'est rendu compte que j'allais moi avoir son numéro de téléphone, il a failli faire une dépression. Si tu m'avais pas prévenu, j'aurais pris ça en disant bon, c'est mon numéro. Je lui ai laissé le temps de digérer, de se rendre compte que bah, c'était pas la fin du monde, mais que voilà, c'était. Donc c'est parfois ça tient à une place de parking ou un numéro de téléphone. Hein, donc faut faire attention et être voilà, ça va revenir un peu en arrière, prendre sa place quand il faut. On en parlera plus tard, mais laisser la place aussi. Jawad. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Stéphanie, justement, c'est que le digital, et par le fait qu'on est, encore une fois, un peu préparé en amont, pas un peu, beaucoup préparé en amont finalement, et on s'est exprimé des deux côtés, va permettre, par rapport à ce que Stéphanie dit, de dire, bah, je me suis renseigné sur, d'avoir des infos qui vont permettre, là on parle du repreneur, à se dire, bah, sur ça, ce que je viens de ressortir, au travers des informations que je vois là, oui, je ne vais pas y aller en costume cravate, je ne vais pas y aller comme ça, parce que, bon, un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir une intelligence des situations, quelque part. Hein. D'accord, on peut faire tous des erreurs, mais être entrepreneur, il y a une sensibilité business et intelligence des situations. Donc, ça va l'aider à, enfin, on pense, hein, à l'aider à, justement, éviter ce genre de petites bourdes qui, effectivement, dans une relation acuité personnée, fait qu'on n'a pas 3 chances pour faire la bonne impression. Non. Alors qu'on était peut-être un bon candidat, je veux dire, en termes de compétences, de moyens, de vision, mais on ne nous a pas laissé à un moment donné exprimer correctement le sujet. Donc il faut qu'ils adaptent leur dialogue, leur mode de dialogue et leur comportement à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et le fait d'avoir des informations en amont peut aider à préparer sa rencontre. Voilà, je prépare ma rencontre. Juste pour compléter sur ces questions d'attitude, de comportement qui sont extrêmement importants. Alors, je dirais, il faut qu'il soit humble. L'humilité, c'est quelque chose d'extrêmement. Même si on a été au cadre dans une multinationale, on reprend une PME, une TPE, il faut se mettre au niveau du dirigeant et des salariés. Et je rebondis sur ce qui a été dit. J'ai raconté dans un cas que j'ai fait. Quelqu'un dans la région hein, qui a échoué, qui a foiré sa reprise, tout simplement parce que le premier jour, il est venu en costume cravate. Alors qu'il fallait venir avec le jean, voilà. Et tout de suite, c'était le PDG, quoi. Il était étiqueté PDG, alors que, voilà, il faut avoir un comportement de patron, être sur le terrain avec les ouvriers, serrer la main au client. Et donc, il n'a pas eu, hein, finalement, cette rupture-là. Et 3 ans après, il déposait le bilan. Donc ça, c'est extrêmement important. Autre élément, ne pas révolutionner. Donc ça aussi, ça revient. Même si on a des idées de changement, il faut l'inscrire sur la durée. Et tant que le cédant est présent, il faut se mettre d'accord avec lui, soumettre l'idée. S'il est d'accord pour accompagner ce changement, on le met en place. S'il n'est pas d'accord, on le repousse. On se dit, bon, dans 1 an, peut-être il ne sera pas là, j'aurai tout le temps de mettre en place cette stratégie-là. Donc, c'est finalement avoir une stratégie d'évitement des conflits.
Ça implique qu'on ait un certain rythme, du coup, dans le process de prise en main de l'entreprise, qu'on ait aussi une logique de communication vers l'interne ou vers les partenaires externes pour le coup de l'entreprise. Et comment, justement, quelles sont les bonnes pratiques, quelque part, de la première prise en main d'une boîte qu'on vient de reprendre, sachant qu'on a quand même toujours un bout de cédant qui a un pied dedans. Comment on prend sa place, comment on gère cette période quelque part d'accompagnement qui peut être parfois conflictuelle, hein, on en a vu, qui très rapidement après la signature de l'acte se sont mal passés. Alors, sur cette période de transition, ce qui est extrêmement important pour qu'elle se passe bien, donc je reviens sur mes profils de cédants, si le deuil est fait, c'est ce que nous avons démontré. Si le deuil est fait, en fait, c'est beaucoup plus facile. On voit que le cédant, finalement, accepte de changer de position dans l'entreprise. Il devient finalement un soutien, donc, un mentor presque pour le repreneur. Donc c'est lui qui va faire tout le travail d'intégration du repreneur auprès des salariés, auprès des fournisseurs, auprès des clients. Donc ça, c'est extrêmement important de le vérifier. Et à l'inverse, ce que nous avons pu montrer, c'est que lorsque il n'y a pas ce deuil, finalement, la présence du cédant devient quelque chose d'extrêmement gênant. C'est-à-dire, vous avez un rival. On le pousse par la porte, il revient par la fenêtre. Voilà, donc, oui, mais même s'il a vendu, mais il a les réflexes de patron. Et tant qu'il est là, il restera le patron. D'où, ce qui est extrêmement important, durant cette phase de cohabitation, il faut tout écrire. Il faut qu'il y ait, en fait, durant le closing, expliquer la durée de la cohabitation, quelle va être la mission du cédant, ses honoraires lorsqu'il y en a, s'il y a conflit, comment on s'en sort, mais il ne faut pas qu'il y ait. Donc, et en même temps, la bonne transition, ce n'est pas la transition où le cédant est là pendant une année. C'est une transition dégressive. Il est là les 4 premiers mois à temps plein, ensuite à mi-temps, et les derniers 4 mois, on se voit une fois par semaine. Hein. Donc là, ça fonctionne. Donc plus le repreneur prend ses responsabilités, plus le cédant doit s'effacer progressivement. Donc souvent on me demande, on me dit oui, mais dans ce cas-là, est-ce que j'ai intérêt à garder le chef d'entreprise? Je vois que, je lui dis non, il ne faut pas le garder. Il ne faut pas le garder longtemps. Il ne faut pas le garder, mais on a d'autres solutions de rechange en interne parfois. Donc ça, c'est extrêmement important. Juste pour compléter, voilà, on a dans le formulaire une question sur le cédant. Est-ce que vous voulez accompagner le repreneur pendant une durée? Donc, est-ce que vous voulez être salarié? Est-ce que vous voulez continuer à avoir une activité dans l'entreprise? Donc, on ne donne pas de durée, mais de oui-non. Et on a aujourd'hui des cédants qui disent clairement non. Donc, comme il y a des repreneurs qui disent on ne veut pas. Et donc ça va encore faciliter dans le matching et ça va faciliter déjà sur le fait qu'ils se sont exprimés, ils sont en phase. Voilà. Donc, ils ont une posture partagée. Quoi. Ils ont une posture partagée. Et à contrario, s'ils ne l'avaient pas, mais qu'il y a plein d'autres intérêts, parce que cette entreprise, ça lui plaît, pour le repreneur, c'est sa cible, c'est ce qu'il veut, c'est le bon prix, palali, palala. Et ce sujet-là, un sujet d'achoppement, ils vont en discuter, mais très vite, ils vont en discuter. Et donc très vite, ils vont pouvoir faire sauter les verrous du go-no-go par rapport à est-ce que c'est un point dur ou pas entre les deux parties. Voilà. Encore une fois, par le digital, on peut faire ces choses-là. Nicolas, quel conseil tu donnerais sur la phase d'accompagnement? Parce qu'on les a souvent d'ailleurs un peu bousculés, les dirigeants, notamment sur les phases amont du closing et les phases d'audit, qui perçoivent pas toujours très bien, qui vivent pas toujours très bien. Et en plus, on va parfois les amener vers une typologie d'accompagnement qu'ils n'imaginaient pas tout à fait comme ça. On en voit beaucoup qui se disent moi, je veux encore être salarié 2 ans de la boîte avant d'avoir claqué la porte. Comment ils vivent cette phase-là? Quel conseil tu peux donner sur cette étape-là? Là encore, ça dépend des dossiers. Donc effectivement, il y en a qui veulent partir du jour au lendemain. D'autres en fait qui veulent rester. Donc moi l'accompagnement, moi à mon avis, c'est toujours de le faire très court.
parce que vous avez deux chefs d'entreprise en fait dans le même bateau, deux capitaines. C'est très compliqué et ce que je constate, c'est que ça va souvent au clash, hein, très souvent finalement. Alors, heureusement que ça justement, c'est assez court. Hein, de cours, c'est quoi? C'est 2 mois, peut-être 2 mois. On peut tirer un peu plus parfois. Enfin, j'en ai vois jusqu'à 6 mois. Après, j'ai des dossiers où là, je vous dis, enfin, c'est des vendeurs qui pensent qu'ils vont rester pour ouvrir des droits au chômage, machin, etc. Enfin, c'est encore des usines à gaz qui vont mal se terminer en fait. Donc moi c'est pour ça, l'idée c'est de faire un accompagnement assez court, un contrat de travail, comme ça c'est bordé, voir parfois si le cédant est une holding, une société, on fait un contrat de prestation de service. Bon, encore là c'est un peu limite quand même parce qu'on a le droit du travail qui pourrait venir s'immiscer. Néanmoins on est toujours là-dessus, hein, on écrit tout. On écrit, donc si on est dans le droit du travail, bon, ça va, a priori, il n'y a pas trop de sujets. Mais si on a un contrat de prestation de service, effectivement, il faut définir la nature des prestations. Vient aussi qu'on n'a pas parlé, c'est la non-concurrence aussi. Il faut bien l'aborder aussi, la non-concurrence. Exemple dossier où les acquéreurs reprennent la boîte et les cédants disent moi je vais vous développer du business, vous allez voir, prenez-moi en contrat. Bon, alors qu'ils signent un contrat de commissionnement, voilà. Alors attention, là, il faut bien le mesurer, il faut bien l'écrire, parce que si vous le faites sur du chiffre d'affaires, voilà, il faut le faire avec de la marge, objectif de marge, comment on se répartit la marge, enfin, voilà, on rentre dans d'autres discussions finalement. Et d'ailleurs, ces discussions qui sont objectivement, si on prend du recul, qui ne représentent pas grand-chose par rapport au prix, mais psychologiquement, c'est des discussions qui étaient importantes dans le cas d'espèce. Parce que finalement, je pense que là, on rejoint de la psychologie pure et dure, c'est que le dirigeant, il s'en va, il n'a plus rien, et le seul truc qui le raccroche en fait à une activité, à la société, c'est ce contrat. Donc en fait, il va camper ses positions sur ce contrat, sur ce sujet-là, et c'est peut-être aussi le ver dans le fruit qui peut, après derrière, s'il y a un conflit, on se retrouve avec des sujets sur les clients, la reversement de la commission, voire de la non-concurrence dans les cas difficiles. Ouais, sachant que le rôle de vendre, le rôle d'être en relation avec les clients, c'est un rôle majeur de l'entreprise. C'est pas une solution pérenne que de le confier, à mon sens, à des dirigeants sortants, quoi. C'est quand même assez antinomique et loin d'être conseillé. Enfin, toutes les expériences qu'on a pu voir ont tourné au vinaigre, hein, très clairement. Je confirme à 100%. Stéphanie? C'est un accompagnement, je suis d'accord, le plus court possible. C'est 3 à 6 mois. Moi, je suis absolument contre le fait qu'il soit salarié, parce qu'il garde sa place. En plus, au niveau humain, pour les salariés, les autres salariés de l'entreprise, il reste 2 chefs, 2 coqs dans le poulailler, 2 capitaines, de ce qu'on veut, mais du coup, ils gardent l'habitude d'aller parler à leur ancien chef, c'est normal. Donc ça aussi, physiquement, on prend le bureau de direction quand on arrive, même s'il y a un accompagnement. En général, au début... En général, pas toujours, mais au début, c'est le cédant qui veut partir le plus vite possible, donc il se dit je ne veux pas accompagner longtemps, et le repreneur qui dit aidez-moi, restez. Et puis au bout de 3 mois, c'est l'inverse, et on ne sait pas comment... Je ne vais pas raconter l'anecdote parce qu'elle sera trop longue, mais j'ai un dossier comme ça où j'ai rencontré un repreneur potentiel qui rentrait dans la boîte en tant que salarié, qui devait se vider aux 73 ans du dirigeant. Je les ai revus à 78 ans du dirigeant qui n'était toujours pas parti, et le jeune qui vendait ses parts partir faire le tour du monde, on était dans le monde du nautisme, il n'en pouvait plus. Ça arrive souvent. Ouais. Nous, on a vu quelques cas comme ça aussi sur des sessions partielles où quelqu'un qui devient majoritaire et quelque part qui traîne toujours chez le cédant et ça dure jamais très longtemps, quoi, en fait, parce que c'est juste ingérable. Il faut qu'à un moment donné, soit l'un soit l'autre parte. Là, en l'occurrence, quand il est majoritaire, c'est minoritaire, donc le cédant qui est parti, mais c'est vrai que c'est des cas d'espèce où on conseille effectivement qu'il y ait plutôt une rupture nette, franche et sans retour arrière au moment de cette transmission. Nicolas. Et on n'a pas aussi évoqué un sujet, c'est la famille du cédant. Parfois on a des boîtes, des PME dans lesquelles il y a toute la famille du cédant qui travaille. Qui en arrive. Le problème c'est que le cédant lui il cède donc il s'en va, mais quid de sa fille, de ses enfants même plutôt, et parfois il y en a plusieurs, et donc là c'est un vrai sujet.
Moi, donc c'est un peu dur, mais enfin, moi je pense qu'il faut qu'ils sortent, hein, que tout le monde sorte, ça fait partie de la transaction. J'ai déjà assisté il y a longtemps en fait dans un dossier où la famille était là et a piégé après derrière le repreneur. La reprise est partie en vrille et d'ailleurs je crois que le cédant est venu après dire bon bah écoutez, la boîte était complètement dans le chaos, il y avait des grèves, c'était une boîte dans le nord de la France avec piquet de grève, les pneus qui brûlent sur le parking, enfin l'ambiance horrible dans la presse, etc. Il y avait un fonds d'investissement au capital qui commençait à paniquer. C'est des gens extrêmement peureux, on va dire. Enfin, en tout cas, ils détestent ça. Donc tout de suite, gros problème. Donc tour de table, heureusement. Enfin voilà, le cédant s'est proposé pour reprendre la boîte qu'il avait vendue, mais évidemment pas au même prix, donc hors de question. Et donc, pour info, le dossier s'est soldé par un nouveau repreneur qui était un repreneur qui avait déjà des entreprises, qui était un manager qui a tout repris en main de façon très ferme. Et voilà, donc moi je suis, pour revenir au truc, c'est que la famille, il ne faut pas qu'elle vienne polluer, donc il faut la sortir avant, concomitamment à la session. Ça fait partie du deal. C'est des choses facilement acceptées par les cédants de faire sortir, parce qu'il y a aussi un enjeu parfois de revenus, voilà. En fait, c'est du cas d'espèce. Pour moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai un dossier, par exemple, où la fille qui était jeune, elle avait une trentaine d'années, elle était comptable dans l'entreprise, elle ne voulait pas rester de toute façon avec le repreneur. C'est vrai que le dossier était un peu compliqué, je pense que c'était aussi une pyromane, parce qu'elle ne voulait pas que la boîte, elle voulait pas que la boîte se cède, puisque finalement, elle perdait son emploi aussi, c'était papa qui avait l'entreprise, elle était salariée de son père, donc finalement ça allait bien comme ça. Et puis la boîte devait se vendre, donc elle a tout fait pour attiser le feu entre les deux. On a identifié que c'était bien elle le problème, donc on a traité le sujet, c'est le repreneur plutôt, qui a discuté avec elle, et donc en fait ils ont convenu qu'elle parte avec des conditions de financières, mais ça faisait partie du deal, avec le prix, etc. Donc ce dossier s'est bien passé, elle est partie en même temps, et de toute façon le courant passait pas du tout après avec le repreneur et cette personne, donc ce qui fait qu'elle était finalement contente aussi de partir. Et j'ai jamais eu trop de dossiers, c'est souvent ce qu'on me demande systématiquement dans les sessions quand on arrive sur le dossier, s'il y a la famille ou pas, pour pas découvrir le jour de closing qu'on a ce problème, parce que c'est un vrai sujet. Oui, parce que parfois, les noms de famille faisant et multiples filiations, niveau de filiation faisant, on n'a pas forcément identifié qu'il s'agissait effectivement de membres de la famille, quoi. Tierno, je crois que tu as mené également des travaux sur le devenir des cédants après avoir effectivement sauté le pas. Qu'est-ce que tu tires de ces travaux? C'est des gens qui ont fait une cure de détox de l'entreprise ou qui ont replongé en rachetant autre chose? Qu'est-ce que tu tires de ces travaux-là? Alors, donc récemment, donc c'est une étude très récente, donc avec certains collègues et un collègue de Montpellier, peut-être que certains connaissent, Eric Fromanti, nous avons travaillé en fait sur le devenir des cédants. Alors, le constat, il est très simple, c'est de partout le fait, c'est des gens qui ont beaucoup donné à la société, et on se rend compte que dès l'instant qu'ils partent, on les oublie. Et donc on dit, bon, on va essayer de voir que deviennent-ils finalement. C'est une justice sociale. Après le deuil, voilà, l'oubli. Et donc, du coup, on a travaillé sur ces cédants. Et il est ressorti, fondamentalement, là aussi, on avait le devenir des gens, quatre stratégies de réinvestissement. Alors, la plupart, quand même, ce qui nous a étonnés, c'est que la plupart reprennent une activité derrière. Voilà. Donc, mais ils sont accros du travail, finalement. On s'est rendu compte que 60% des chefs d'entreprise, aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise, des cédants, pardon, ce sont des gens qui reprennent une activité économique derrière. C'est-à-dire, voilà, donc, alors, d'où l'importance de faire signer cette fameuse clause de non-concurrence. Donc, alors,
c'est soit, mais grosso modo, c'est soit il rachète une autre entreprise, soit il monte une nouvelle boîte, parfois avec les enfants, soit il monte un cabinet de conseil, quoi. Grosso modo, c'est ce qui revient. Ça, c'est une première catégorie. La plus nombreuse, c'est 60%. Ensuite, on a à peu près 10% qui se lancent dans des activités un peu philanthropiques, sociales, bon, ça, des activités associatives, culturelles. Donc, ils se réinvestissent. Maintiennent du lien social. Maintiennent du lien social, effectivement. L'énergie entrepreneuriale, en tout cas, sert à quelque chose. Troisième catégorie que nous avons, c'est ceux qui se réinvestissent finalement dans des activités, disons, de hobby. C'est l'occasion de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire durant l'activité professionnelle. Voilà. Si on a bien vendu, on achète un petit bateau, on est à 7 et on va à la pêche sur les temps de taux, et de temps en temps, on va jusqu'à Barcelone. Donc, je connais certains chefs d'entreprise. Il ne faut pas qu'un petit bateau. Voilà, on est d'accord. Alors, et dernier cas de figure, c'est ceux qui réinvestissent la famille. Donc, alors là, bon, c'est souvent des chefs d'entreprise femmes. Les hommes que nous avons, bon, alors on les a suivis quand même, il faut le voir de façon assez dynamique. Il y a certains qui disent, oui, mais moi, je vais tout arrêter, je vais me consacrer à ma famille. Et au bout de 6 mois, finit la famille, mais parfois même, c'est pas eux qui le décident, c'est la femme qui dit, voilà, tu repars, tu cherches tout ce que tu veux, mais je ne veux pas t'avoir à la maison. Donc finalement, et donc, alors, il y a une petite catégorie résiduelle, par contre, que nous avons observé, c'est à peu près 9 cédants, pour qui c'est encore 3 ans, 4 ans encore, c'est super compliqué. L'attachement, le cordon ombilical, ils n'arrivent pas à se projeter. Voilà. C'est des dépressions. Oui, c'est des dépressions, il n'y a pas d'activité derrière, et de temps en temps, ils vont faire un tour, ils passent devant l'entreprise, ils essayent de croiser quelques salariés. Donc là aussi, c'est des exemples réels. Donc finalement, lever le pied, c'est pas facile. Donc, plutôt, il faut, et d'où l'intérêt de l'anticipation. Il faut l'anticiper, il faut qu'il y ait un projet, travailler sur plusieurs années, sur lequel on peut se réinvestir après. Donc, voilà, donc, grosso modo... il y a eu le projet du dirigeant, mais je dirais c'est même le projet de la famille. Parfois, effectivement. Stéphanie, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, bah, le projet pour après, hein, de toute façon, on est tous les deux, enfin tous, d'accord là-dessus, c'est plus on se projette sur après, mieux c'est. Nous, on a été contactés par des assureurs, donc au niveau national, les chiffres sont un peu plus importants que ça sur la décompensation, on va l'appeler comme ça, du dirigeant qui a cédé, qui, s'il n'était pas préparé, s'il n'a pas son projet pour après, il y a énormément de maladies. Il n'a pas le temps d'être malade, de toute façon, tant qu'il est dirigeant, donc il développe des tas de maladies longues après. Vu du côté de l'assureur, dans le meilleur des cas, il meurt vite. Dans le plus mauvais, pour eux, des cas, sont des maladies qui sont longues. Non, mais vu l'assureur, je dit. On est d'accord, j'ai bien dit vu par l'assureur. Mais c'est pour ça qu'ils étaient venus nous chercher, justement, pour qu'on accompagne les dirigeants sur le projet de vie, en disant, non, mais parce que justement, ils s'étaient aperçus qu'un dirigeant bien accompagné, qui avait un projet pour après, etc., avait moins de risques de tomber malade, de leur coûter cher longtemps, hein, parce que sont pas ils n'ont pas fait ça par bénévolat et par gentillesse. Non, ils ont d'autres qualités, mais là, c'était pas le but, et ça arrive extrêmement souvent. Donc c'est vrai que c'est vraiment important, ce projet pour après. Et très souvent, en effet, la femme... alors moi, j'ai eu aussi, j'en parlais tout à l'heure, le monsieur qui me dit comment je vais faire pour voir ma maîtresse après la session. Mais un de mes ex-boss appelait ça le syndrome Jean-Pierre Pernaut. L'idée du dirigeant qui tout d'un coup se retrouve devant la télé à 13h, le journal, à voir la poterie, c'était compliqué pour certains à vivre. Juste pour terminer sur ces problèmes de santé, il y a une thèse qui a été soutenue à Montpellier sur l'impact
de la transmission sur la santé par Eric Fromanti. Et là aussi, c'est extrêmement important de voir en fait... alors c'est très compliqué parce que l'âge de la retraite quand même correspond avec, au moment où on a les pépins de santé. Donc, bon, Oui, mais il y avait suffisamment d'indices pour dire, enfin, finalement, bon, c'est le déclencheur, c'est la transmission. Et en particulier pour les dirigeants qui ont signé une garantie actif-passif et qui sont rappelés 2 ans, 3 ans après sur la gestion de l'entreprise. Peut-être que vous pouvez en parler un peu, mais là, c'est super compliqué et ces dirigeants-là, être replongés 3 ans après dans la gestion, c'est super stressant, c'est très difficile et ils le vivent super mal. Nicolas, sur les activations des clauses d'actifs passifs? Ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Alors après, je sais pas, pour donner un chiffre, je sais pas, dans nous, on en a peut-être 3 sur 10, ou voilà, c'est à peu près ça. Donc garantie de passif, c'est en fait les vendeurs qui se portent garant du prix de la société, en disant voilà, s'il y a un contrôle fiscal qui révèle des anomalies, ou si vous avez caché des choses imprudentes par exemple ou autre, dans ce cas-là, le vendeur doit indemniser l'acquéreur. Donc une garantie de passif, c'est une vraie dette, enfin c'est une charge hein, quand même pour les vendeurs, c'est-à-dire qu'ils ont vendu, mais ils peuvent être rappelés derrière pendant une période que nous, au conseil du vendeur, on essaie de limiter, bien évidemment. Donc il y a plein de sujets sur la garantie, donc il faut la plafonner, et d'ailleurs je pense qu'il faut la plafonner, la faire dégressive dans le temps, parce que justement, après au bout de 2 ans, et voilà, on n'est plus dans la gestion, c'est le repreneur qui a de plus en plus pris les manettes, et donc et puis ça correspond un peu aux prescriptions en fait. Hein, derrière, si au bout de 3 ans il n'y a plus de sujet fiscal, on ne va pas les rappeler le vendeur. Voilà, la garantie passive, donc c'est un alter ego de l'audit aussi, parce que l'audit, c'est l'acquéreur qui va regarder la société, il va dire voilà, on va regarder les comptes et auditer toute la société pour voir s'il y a des sujets. Et en fonction de ça, on négocie la garantie de passif en disant si on a fait un audit poussé, théoriquement, nos vendeurs ont dit écoutez, on a fait jouer à transparence, donc on voudrait une garantie light, c'est-à-dire avoir un plafond bas, etc. Mais c'est toujours sujet à négociation, et c'est vrai que pour le vendeur, c'est le prix et le plafond de gap, c'est les 2 gros sujets en fait. Donc, quand il active, comment le cédant le vit Oui, alors ça dépend du dossier. Donc parfois, en fait, moi, ça m'est arrivé en fait de m'apercevoir de sujets que le cédant m'avait cachés, qui avaient des prud'hommes en cours après la vente. Hein, les acquéreurs m'appellent en disant il y a des problèmes, etc. J'apprends que dans l'accompagnement, le vendeur avait été en charge de la gestion des stocks ou de la comptabilité. Voilà, l'informatique, malheureusement, a planté, tout effacé. Voilà, des sujets comme ça. Donc on arrive dans des appels en garantie de passif. On voit le vendeur, oui, mais c'est pas normal, etc. Alors qui a raison, qui a tort, c'est du pénal. Enfin voilà, donc on a des sujets... on n'a pas des gens qui sont forcément systématiquement totalement honnêtes aussi lorsqu'ils vendent leur entreprise. Ceux qui le sont, c'est vrai, on a une psychologie aussi. Le vendeur, lui, il vend son bébé, hein, donc l'audit et la garantie passive, c'est vécu souvent comme des affronts aussi. Je vois sur les PME avec des gens qui ont créé leur boîte depuis des années, lorsqu'ils la vendent, ils disent mais en plus l'acquéreur me demande de rembourser, voilà, et ça il faut l'expliquer. Il y a une pédagogie pour expliquer que c'est usuel, c'est normal. Là, c'est vrai que parfois c'est des discussions un peu dures, mais il faut expliquer. Donc c'est notre rôle en tant que conseil, expliquer aux vendeurs que c'est normal qu'il y ait une garantie de passif. Donc le problème c'est quand on tombe sur quand je conseille à l'acquéreur et qu'on a un avocat dont c'est pas forcément mon métier, qui va pas accepter de signer une garantie de passif. Voilà, là on a des sujets alors que c'est l'usage. Donc là c'est un parfait deal breaker en fait. On arrive sur des sujets. Voilà, sur la garantie, ouais, c'est vrai que c'est psychologiquement, parfois c'est difficile parce qu'on revient sur l'affaire quelques années après.
Moi, ce que je dis, c'est aux vendeurs de récupérer un maximum d'informations, de conserver des archives, un maximum de ses mails, etc. Bon, mais ça permet en fait d'avoir une vision objective des choses et puis, si jamais il est appelé en garantie, au moins d'avoir les pièces, de pouvoir se défendre aussi dessus. C'est toujours la question de la traçabilité et de bien acter à chaque phase du process ce qui a été fait, comment ça a été fait, quelles sont les conclusions qu'on a. Il y a une procédure. La garantie passive, il y a une procédure qu'il faut respecter scrupuleusement, donc ça je l'explique, parce qu'il doit être associé en fait à cette procédure. Il ne s'agit pas que l'acquéreur puisse réclamer n'importe quoi au vendeur. Donc il y a une procédure, il faut l'informer, il faut qu'ils soient en mesure de se défendre. Donc c'est-à-dire s'il y a un contrôle fiscal, que le vendeur ait communication de toutes les notifications de redressement et qu'il puisse apporter l'argumentation. Voilà, il y a par exemple un sujet là sur les garanties passives, c'est la transaction. Moi, généralement, enfin systématiquement, on évite que l'acquéreur puisse transiger avec l'administration fiscale dans la garantie. C'est transiger avec l'accord du vendeur. Parce que sinon, l'acquéreur, lui, il va transiger n'importe quoi avec l'administration. Fait accompli, quoi. Voilà. Et puis, il a le chèque en blanc du vendeur qui va rembourser. Donc ça, par exemple, il faut systématiquement l'éviter, la transaction. Bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est mal vécu, les garanties passifs. Mais c'est comme ça, c'est l'usage. Ok. Jawad, on a beaucoup évoqué malgré tout les départs de personnes qui avaient créé leur société, qui partent un peu à la retraite. Est-ce qu'à travers la plateforme et le nombre de cédants que vous captez, on s'aperçoit d'un changement de profil des cédants ou est-ce qu'ils sont toujours avec le même attachement? Comment, en d'autres termes, on peut appréhender le marché de la transmission demain? Est-ce que la psychologie continuera à jouer son plein rôle avec c'est mon bébé et je vais avoir du mal à le lâcher? Ou est-ce qu'on sera sur une logique plus opportuniste de vendeurs qui, on trouve l'occasion, la boîte est belle, je fais une belle plus-value et je vais faire autre chose? Si je peux me permettre, juste avant de répondre à la question, sur le côté où on voit que les gens se livrent assez facilement et assez naturellement. Encore une fois, parce qu'on a mis en avant la confidentialité et qu'elle est gérée par l'utilisateur lui-même. Par exemple, tout à l'heure, sur ce que disait Thierry, sur le fait que quand il y a des problématiques de santé, les gens, ils l'expriment aujourd'hui. On a des cédants qui disent « je vends pour des raisons de santé ». Là où on pourrait croire que il ne faut pas trop le dire vite, tu vas t'affaiblir, tu vas être en position de faiblesse, etc. Et à un moment donné, ça pousse à appeler un chat un chat. Parce que de toute façon, ça va se voir. Parce que ça ne peut pas se cacher trop longtemps. Sur l'avenir, aujourd'hui, je pense que, nous, on pense, c'est pour ça qu'on a fait cette plateforme, pour l'ouvrir, c'est qu'on pense qu'on a quand même un problème systémique aujourd'hui sur le marché de la reprise-transmission, où tout est quand même assez opaque, en tout cas, encore une fois, pour le repreneur, le cédant. On vient parler de la psychologie du cédant, mais avant, c'est qu'on l'a mis dans un espèce de seringue où rien n'est facilité. Un peu de mal à se repérer. Un peu de mal à se repérer, mais aussi, on crée son anxiété en lui disant « Ouh là là, tu vas dire que tu vends, il ne faut surtout pas le dire. Qu'est-ce que vont dire tes salariés? Qu'est-ce que vont dire tes clients? Qu'est-ce que vont dire tes fournisseurs ?» Comme si vendre, ça devenait un problème. Donc lui, une fois qu'il a entendu ça, forcément, on l'a déjà mis dans l'anxiété. Et donc on en revient à l'accompagnement et encore une fois au changement. Ce qui a été un peu aussi dit, c'est que entreprendre, c'est vendre. À un moment donné, ça fait partie du cycle de vie entrepreneurial. Et donc les accompagnants, les conseils d'un dirigeant sont là aussi pour l'aider. Quand le dirigeant, lui, avec son bébé, il dira il est increvable, il ne mourra jamais, il restera tout le temps là, c'est de l'aider à ça. Bon, ça c'est pour la génération un peu baby-boomer qu'on a aujourd'hui. Demain, on pense qu'il y aura une génération d'entrepreneurs qui intégreront plus facilement que vendre, ça fait partie du cycle entrepreneurial, premièrement. Deux, on n'arrête pas de dire qu'il y a une mobilité professionnelle, donc il y aura une mobilité entrepreneuriale, on aura peut-être plusieurs affaires. Et donc finalement, le lâcher-prise va peut-être se faire plus vite, plus facilement, et donc du coup, réduire ces fameux freins psychologiques. Et je pense aussi qu'il faut que pédagogiquement, éducativement, on arrête de dire que vendre, c'est un problème.
Et donc, c'est pas grave qu'on dise on va vendre, ça fait partie, on va rassurer les fournisseurs, les clients, la banque, etc. Vendre, ça devient un acte normal de gestion. Oui, voilà. Oui. Et tout le monde aujourd'hui dans la TPE-PME va pas vendre pour aller aux Caraïbes sur son... donc, je pense que... crois pas, non. Voilà, donc ils vont rester probablement dans leur région et ils seront contents de voir que leur entreprise leur succède. Voilà, même s'ils ont envie d'aller un peu taper à la porte. Et alors, c'est du relationnel, tant qu'ils ne veulent pas prendre des commandes. Tant qu'ils restent à leur place. Exactement, tant qu'ils restent à leur place, tout va bien. Voilà. C'est tout à fait ça. Le fait que vendre, ça fait partie du process entrepreneurial, je suis entièrement d'accord avec cet aspect-là. Je pense que ce qu'on n'a pas abordé auprès du cédant, à propos du cédant, au niveau de la psychologie, c'est aussi la transmission familiale, où même si on a déjà un repreneur, c'est pas tellement plus facile, et ça va avec tout ce qu'on a dit comme psychologie, comme lien, etc. C'est réussir à prendre la place du père ou de la mère dans l'entreprise, et inversement, garder sa place d'enfant dans la famille, et lâcher la place, ça c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que c'est important aussi. Moi, je suis souvent appelé par des notaires en me disant transmission familiale, viens. Risque de compliqué. Comment je lâche la place, c'est encore plus compliqué parce que là, le père, c'est encore plus facile d'aller frapper à la porte. Oui, d'autant plus qu'avant, on avait une forme de droit d'aînesse, maintenant, c'est plus le cas. Et puis, alors, c'est avec le risque là-dessus, parce que j'ai un cas. Non, mais en plus, j'ai un cas réel en ce moment où le papa a cédé à ses deux enfants, pas que du très bien conseillé, tout a été mis en place, etc. Et simplement, il s'est disputé avec le fils qui est parti vivre une autre vie de bénévole ailleurs juste pour l'emmerder. Et la fille, elle a repris sa partie, et puis finalement toute la boîte, parce que c'était elle qui était faite pour ça et qu'elle en avait envie, et que le fils, on lui avait mis sur les épaules depuis toujours alors qu'il n'en voulait pas. Donc c'est aussi là les accompagner sur le lâcher-prise, là on y est bien. Et le choix aussi de ne pas mettre, je savais pourquoi je voulais rebondir tout à l'heure, j'avais oublié, pardon, c'est aussi les dirigeants, justement, très souvent les dirigeants ne veulent pas en parler, on est d'accord, confidentialité, et puis mes employés, il ne faut surtout pas qu'ils sachent, et moi souvent quand c'est un dirigeant qui a 70 et plus, je dis mais est-ce que vous vous rendez compte que vos salariés, en fait, ils vont être rassurés quand ils vont savoir que vous vous occupez de leur avenir, que demain, ils auront encore un emploi, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, alors je leur dis pas, je leur fais comprendre que si demain vous mourrez sur place, ça va être embêtant, un peu pour eux, parce qu'ils oublient souvent TPE, PME, ce qui arrivait à Total ou le patron en prison aujourd'hui à Carlsgone, etc. Une TPE ou une PME, elle meurt. C'est pas la même conséquence. C'est pas la même chose. Hein. Donc, c'est les aider à se rendre compte que les salariés sont souvent très heureux qu'ils vendent. Et l'environnement n'est au demeurant pas dupe du fait qu'une transaction va bientôt arriver, vu l'âge avancé. Et ils espèrent souvent cette phase de renouveau. Oui. Pardon ? Non, mais c'est juste pour rebondir. Effectivement, à un certain âge, les salariés accueillent la transmission avec un soulagement. J'ai interrogé des salariés dans l'arrière-pays biterrois, et je leur ai dit, oui, mais comment avez-vous vécu la transmission ? Mais on l'a vécu avec soulagement, parce qu'on avait peur. Le patron avait 80 ans, et il était à la barre sans repreneur potentiel. Et d'ailleurs, le jour où il a amené le repreneur, il l'a positionné directement en disant, il est là pour reprendre l'entreprise. Et les salariés ont coopéré finalement. Bon, on voit que c'est au cas par cas. Jawad ou Stéphanie, quels conseils justement sur la communication par rapport à ce projet de transmission, tant en interne qu'en externe? Qu'est-ce qu'on pourrait, quels conseils on pourrait donner à un dirigeant qui a un tel projet? Comment on délivre aussi l'information au fur et à mesure du deal sans dévoiler de grands enjeux stratégiques? Tu évoquais tout à l'heure, non, je crois que c'est Nicolas qui évoquait le fait que quelque part le repreneur ait apporté le projet clé en main et que finalement ça n'a pas été vendu. Donc dans la divulgation de l'information, on voit qu'il y a tout un process aussi à mettre en œuvre et à sécuriser. Donc peut-être vos éclairages là-dessus.
Alors là, c'est vraiment au cas par cas pour moi, parce que bien souvent, on n'a pas envie d'en parler aux salariés, et puis j'ai un dossier où là, il était important que le dirigeant en parle à ses salariés. D'ailleurs, ça lui a permis de faire une sorte de, j'appelle ça un coming out de sa session, c'est-à-dire que pendant 6 mois avant, on en parlait tous les deux, mais dès qu'il y avait du public, il refusait totalement d'en parler, et maintenant, il annonce que je l'accompagne. En plus, c'est un personnage public, donc il annonce que je l'accompagne, etc. Il en parle à tout le monde en disant c'est super, ça m'aide. Et il en a parlé à ses salariés. Il avait peur au départ en se disant s'ils savent que je vende, ils vont partir. Et justement, je lui disais que ça allait les rassurer de se dire qu'il y aurait un suivi. Et en plus, alors qu'au tout début, il m'a dit jamais mes salariés repreneurs, il se trouve qu'il y en a 2 qui avait ce projet-là. Qui sortent de là. Non, c'est lui qui, du coup, en se disant je vais leur en parler, s'est dit mais finalement, peut-être et tout. Et donc hier, on était encore en train d'en discuter avec beaucoup d'émotion parce que lui avait les larmes aux yeux et sa femme pleurait en parlant aux salariés, en se rendant compte que peut-être ils allaient reprendre. Et c'est ça aussi, faire le deuil, c'est justement ces phases d'acceptation où ça ne les empêche pas d'avancer, mais ça devient concret. Donc c'est chouette. Mais ça dépend des cas. Il y a des cas, il ne faut pas le dire aux salariés. Nicolas ? C'est en fait nous dans notre positionnement, nous on n'est pas accompagnants, donc on n'a pas de conseils. Nous encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de faciliter, fluidifier, optimiser les entrées en relation de tous ces acteurs clés autour de l'entrepreneuriat, donc avec quand même une profitabilité sociétale. La finalité, c'est quand même l'intérêt collectif. Donc on s'adapte au monde réel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis l'anonymat et la confidentialité au cœur de la plateforme, parce qu'on sait que c'est un frein et que si on ne le fait pas, personne ne viendra. Mais plus on questionne, et si en plus il n'y a pas la confidentialité, personne ne dira rien. Et on va jusqu'à, par exemple, puisqu'on parle des territoires, des endroits où finalement une entreprise, par sa localisation, quand c'est tout petit, par rapport à ça, etc., est tout de suite identifiable. On a eu le cas, nous, une fois, à l'échelle presque nationale, non pas tout à fait, mais avec un chiffre d'affaires, une activité qui s'est fabriquer des bottes d'équitation un peu particulières. C'était très facile à identifier, quoi. Même vu national. Ok, donc là, on a, par rapport à la localisation, une possibilité de rendre privé une zone géographique, en fait. Voilà. Donc on a été un peu malin digitalement, à la fois en pouvant la cibler, mais sans précisément au niveau d'un nombre de kilométrages autour des éléments. Voilà. Après, si demain ça évolue positivement sur le fait qu'on peut parler transmission, ça fait partie du cycle de vie entrepreneurial, des salariés comprennent qu'à un moment donné, une entreprise, elle changera de main et que l'entrepreneur, voilà, il a envie d'une continuité, donc il choisira son repreneur par rapport à ses valeurs, par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Nous, on déverrouillera ces éléments. On n'a pas de... Voilà. C'est toujours plus compliqué de faire un chemin. Voilà, donc nous on s'adapte à la réalité du terrain. Ce qu'on veut, c'est juste ouvrir. Nicolas ? Oui, préciser sur ces questions de confidentialité. Oui, donc la loi Hamon doit informer 2 mois avant la session les salariés. Donc, de toute façon, il faut l'anticiper, au moins 2 mois avant. Ça c'est dit. Après, plus généralement sur la confidentialité, en fait, faut faire attention, que nous on fait très attention aux informations qu'on diffuse. Évidemment, on signe des accords, des trucs, des NDA, voilà, donc c'est très bien. La valeur qu'ils ont. Voilà, on les signe, c'est très bien. Moi, je dis systématiquement de ne jamais communiquer d'informations stratégiques. Ça peut être tout simplement le nom des clients ou voire même le nom des salariés. Enfin, en tout cas, en amont. Les marges sur certains produits, enfin voilà, la liste des clients. Même si on écrit les choses, on est vulnérable et rien n'empêche derrière de piller, qu'on se fasse piller le fonds de commerce. J'avais un ami qui avait une société, on va dire, c'était une agence de voyage en ligne. Et en fait, il voulait vendre sa boîte. Donc j'ai dit, attention à l'information communiquée. Donc lui, il avait une particularité, c'est qu'il arrivait en fait à très bien se référencer parce que c'était un vieux de la vieille des startups Internet lorsqu'il y avait la bulle Internet. Donc il maîtrisait très bien les méthodes de référencement un peu artisanales mais très efficaces.
Et en fait, c'était son savoir-faire. Et en fait, il arrivait à rivaliser avec des gros groupes qui achetaient des AdWords auprès de Google, qui dépensaient des fortunes. Et donc, c'était son critère stratégique, en fait. Ça. Et donc, et captation des clients. Voilà. Et donc, en fait, il s'est fait approcher par le concurrent, un gros concurrent, qui donc a fait un audit. Et malgré ce que je lui ai dit, elle leur a révélé en fait quelques techniques. Et donc, finalement, le deal s'est pas fait avec eux, c'est fait avec une autre société. Mais néanmoins, il m'a confirmé qu'il s'est fait attaquer sur Internet, pile sur les endroits qu'il avait divulgués. Enfin, sur les techniques, j'y connais rien, mais sur les techniques de référencement. Donc la diffusion de l'information, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de l'information générale pour qu'évidemment on peut approcher un prix, évidemment, pour l'acquéreur. On donne de l'information non stratégique. Progressivement, en fait, on commence à diffuser l'information un peu plus sensible, un peu plus précise, au fur et à mesure de l'engagement de l'acquéreur. Et on diffuse vraiment de l'information importante que lorsque en fait, on a un acte sous conditions suspensives, voire même lorsque les conditions sont levées, et lorsqu'il est engagé en fait, à acheter, voire même pour les informations ultra stratégiques, lorsque la session a lieu. C'est une histoire de confiance, de toute façon, et voilà. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous propose de passer, à moins que vous ayez des choses à rajouter qu'on aurait pu omettre, occulter. Petite anecdote, j'étais dans ma précédente vie, je faisais l'audit d'acquisition, un point de vue comptable financier. On parlait du secret, il faut rien révéler. Donc le vendeur, en fait, cachait la vente à tout le monde, à ses salariés notamment. Et donc nous, auditeurs, il nous avait dit, vous faites passer par une compagnie d'assurance. On devait faire un audit des stocks. Donc on a dû rentrer dans le bâtiment pour auditer des stocks et mesurer les risques ou la valorisation des stocks, alors qu'en fait on s'assurait que le stock était bien là, compté, c'était comptable en fait. Voilà. Donc à quel point on peut être un peu paranoïaque aussi. Parano. Je vous propose de passer aux questions, si vous en avez. C'est la première qui est toujours un peu dure à poser. Marie. Micro, s'il te plaît, parce que comme c'est enregistré. D'accord. Bonjour, Marie Baudouara, CCI du Tarn. C'est une question complètement pratique et technique. Est-ce que dans le cadre de la loi Hamon, le cédant a l'obligation de transmettre les comptes, en fait, l'alias fiscal, aux repreneurs salariés? Non. En fait, il n'y a pas d'obligation. Il doit donner quand même une information suffisante, c'est notamment auprès de la CCI. Mais je pense que si effectivement on a un salarié quand même qui sollicite officiellement, pour pouvoir présenter une offre, les comptes de toute façon doivent être déposés. Moi, ma position, ce serait de lui communiquer les comptes qui sont déposés au greffe. Les comptes déposés, c'est même pas voilà, l'information suffisante. Après, on met le doigt sur un sujet, mais est-ce que ce salarié est réellement crédible pour faire une offre ou pas? Voilà, donc s'il ne l'est pas, bon... Moi, j'ai un dossier, là, c'était une société, c'était une maison de retraite, donc on a fait l'information des salariés. Et en fait, on avait donc diffusé un questionnaire avec oui ou non projet de reprise. Je sollicite à déposer une offre, puisque en fait, si tous les salariés refusent, ça permet d'écourter ce délai de 2 mois en fait. Donc, et en fait, la femme de ménage s'était trompée et avait rayé oui, je veux faire une offre. Donc, vous savez, problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'information. Enfin, bon, après, il a été voir avec elle et discuter. Effectivement, elle s'était trompée de case. Mais c'est vrai qu'on a des salariés qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Si on a une société qui valorise 10 millions d'euros, qu'on a un salarié qui est payé au SMIC, je vois mal comment il pourrait lever les financements. C'est pas possible. Donc là, est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce que son projet est sérieux? Je pense pas. Donc je pense qu'il faut limiter quand même l'information à donner, l'information qui est déposée, c'est ce que je ferai.
et puis s'en tenir là, jusqu'à ce qu'il prouve également, parce que c'est pas uniquement une information qu'il avait par le cédant, mais aussi lui à faire ses preuves aussi, à montrer qu'il est sérieux. Parce que quand on entre en négociation, il y a un principe juridique de loyauté et de bonne foi, et donc si moi j'entre en négo avec quelqu'un, il faut que je sois de bonne foi et que j'ai les moyens d'y aller. Si j'y vais alors que je sais très bien que je lèverai jamais rien, j'aurai jamais le 10e du financement nécessaire, je suis de mauvaise foi, donc fais pas la négo. D'autres questions? Bonjour. Je me demandais par rapport à la question de tout à l'heure sur qui peut amener l'accompagnement psychologique, on va dire, enfin en tout cas l'accompagnement sur les aspects psychologiques. Et vous parliez de parfois le repreneur a amené ça. En fait, comment ça pourrait s'institutionnaliser et comment, dans le sens où ça pourrait être des partenaires qu'on appelle spontanément, les avocats, les juristes, l'accompagnement des chambres, qui signalent que c'est possible et que c'est pas une tare de faire appel à l'accompagnement psychologique. Donc, comment vous verriez ça? C'est ce qu'on a mis en place sur Montpellier, sur Transmis Pro. C'est en train de se développer de plus en plus, mais ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi. Moi, j'étais à Transmis Pro bien avant, mais depuis un peu plus d'1 an et demi, qu'on met en place systématiquement avec les avocats, avec les experts comptables, avec les notaires, avec la CCI, cette possibilité de faire appel à nous. Donc tous les dossiers dont je vous parlais, ce sont comme ça des prescripteurs qui font appel à moi. Il est évident que je ne vais pas appeler les dirigeants en leur disant bonjour, ça va être difficile pour vous, je vais venir vous aider. Ça ne marche pas. Donc ce sont ces pros. On considère nous qu'on est tous coéquipiers du dirigeant cédant. Tous ensemble, on va l'aider à faire en sorte que la session se passe bien. Donc moi, mon métier, c'est d'accompagner sur l'aspect humain, et c'est aussi de lui recommander au fur et à mesure. Nicolas en parlait tout à l'heure sur l'avocat. Vous n'allez pas voir un ophtalmo si vous avez mal à la hanche. Vous n'allez pas voir un avocat en droit social s'il faut faire une signature de compromis de vente, etc. Et sur Montpellier, ça se transforme de plus en plus automatiquement. Et on a mis ça sur un site internet aussi, où du coup, on a les prescripteurs qui lancent des invitations aux dirigeants qui viennent après directement à nous, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne sont pas prêts, on me dit je déjeune avec lui dans tel restaurant tel jour. Et donc par hasard, je déjeune dans le même restaurant. Et Stéphanie, une grande force de persuasion. Et juste pour compléter, à la CCI de Rouen, sur les journées de sensibilisation, il y a chaque fois un petit atelier consacré aux aspects psychologiques. Donc on a sur les aspects techniques l'expert comptable, on a les avocats, etc. Et ensuite on a quelqu'un qui s'occupe des aspects psychologiques et humains. Et en fait, les cédants passent par tout le processus. C'est la notion d'équipe pluridisciplinaire et essayer d'englober au mieux la chaîne de valeur de l'accompagnement à proposer aux dirigeants. Bien sûr. Bien sûr. Et pour compléter, donc le repreneur comme le cédant, dans les questionnements, ont une partie sur leurs attentes et leurs besoins en compétences. Et dans leurs attentes et dans les besoins en compétences, il y a ces aspects justement d'accompagnement humain. Et pour tous les accompagnants qui proposent ça, ça va matcher automatiquement et les gens vont pouvoir se faire des demandes d'entrée en relation sous réserve que l'offre qui leur est proposée les intéresse. Et du coup, c'est quelque chose qui est coché sur la plateforme, ce type Oui, c'est une liste, et parce que en fait, chaque personne physique ou morale, repreneur cédant, n'a pas les mêmes attentes, n'a pas les mêmes besoins. On n'estime pas à l'instant où il est qu'il a ce besoin-là. Peut-être que au bout d'un moment, ça va venir, et du coup, comme il sait qu'il y a ça qui est possible, il va pouvoir le cocher. Et puis un accompagnant, s'il a cette compétence, il va pas sauf si demain il arrête, il change d'activité, il l'a. Donc voilà. Et donc ça, encore une fois, ça match automatiquement, et ça encore, c'est un accélérateur pour faire en sorte que les gens rencontrent les bonnes personnes le plus rapidement possible pour faire avancer leur projet.